Nous embarquons pour la partie positive de cet après-midi, puisqu'il n'a échappé à personne que la première session était un peu déprimante par certains aspects. Là, l'idée était de travailler dans un second temps sur les après-guerres ou les périodes de transition politique. Donc les moments où on pense que l'économie doit effectivement être un ciment social ou un moteur pour une nouvelle dynamique sociale de réconciliation et de reconstruction des pays. Quatre intervenants à qui on va donc demander de parler un petit peu plus brièvement que les précédents, plutôt un quart d'heure si possible, pour qu'on arrive à finir dans les temps. Et je donne tout de suite la parole à Loulou Al-Rachid, qui est notre grande spécialiste de l'Irak et qui a travaillé elle-même sous l'Irak sous sanctions, et qui vient de réaliser pour le compte de l'Agence française de développement plusieurs missions sectorielles qui lui permettent d'avoir une connaissance microéconomique aujourd'hui de l'Irak qui, à mon avis, n'a pas d'équivalent, mais à qui on a demandé plus précisément de se concentrer sur la problématique de Mossoul. À toi, Loulou. Merci Dorothée, bonjour à toutes et à tous. Merci à l'IFRI d'organiser cette conférence sur l'économie, et merci à l'IFRI de rappeler que l'économie en fait tient une position centrale. Alors effectivement, ce qu'on a entendu précédemment, le tableau est assez sombre. Je crains de ne pas pouvoir éclaircir les choses. Alors, la reconstruction de Mossoul, c'est le sujet qui m'est imparti. La réparation. C'est la reconstruction. Le titre, Réparer Mossoul. Ah, Réparer Mossoul. Mossoul est-elle réparable? Alors, bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, juste quelques réflexions, quelques éléments sur la manière dont ce fameux processus de reconstruction dont on entend parler en Irak depuis quasiment 2003, depuis en fait le changement de régime, il n'est question que de reconstruire l'Irak. Alors, donc, quelques éléments sur cette reconstruction qui aujourd'hui en fait se porte uniquement sur les zones libérées de Daesh. On parle des gouvernorats sunnites à l'ouest, au nord et à l'ouest de Bagdad. Et Ninive, dont Mossoul est la capitale, est le gouvernorat le plus important. Alors, je crains de ne devoir commencer par un constat, c'est qu'à Bagdad, comme à Mossoul, la classe politique n'a ni stratégie de reconstruction immédiate, ni vision de développement économique à proposer à la population. À défaut de cela, l'ensemble de la classe politique irakienne, toutes confessions confondues, quels que soient aussi bien kurdes qu'arabes, à défaut, cette classe politique verse entièrement dans le factionnalisme. Elle obéit à une logique de dépeçage des institutions publiques, et elle relaye sur la scène irakienne les tensions régionales et internationales entre l'Iran, bien entendu, dont on a beaucoup parlé, les États-Unis et leurs alliés respectifs dans la région. Et à ce propos, l'Irak joue aussi un rôle, l'économie irakienne, l'Irak joue un rôle dans les stratégies irakiennes de contournement des sanctions. L'État central en Irak a, je dirais, depuis 2003, et ce n'est pas nouveau, ce n'est pas uniquement dû aux destructions infligées par l'occupation puis la libération des zones tombées sous le joug de Daesh. L'État en Irak a, je dirais, irrémédiablement perdu toute capacité d'action et de régulation de l'économie. Je crois que c'est le point de départ de toute réflexion sur la reconstruction, la réforme de la gouvernance, aussi bien politique qu'économique. C'est de constater, de partir de ce constat fondamental qu'aujourd'hui, l'État, avec ses administrations aussi bien centrales que fédérales, puisque n'oublions pas que l'Irak est devenu un État fédéral, donc cet État n'a plus aucune capacité de régulation de l'économie, n'a plus aucune capacité d'imposer la moindre régulation, n'a plus la capacité de contrôler les entrées et les sorties de marchandises sur son propre territoire, et n'a plus la capacité d'extraire des taxes sur l'activité économique, le peu d'activité économique qu'il y a dans le pays. On est toujours dans un État rentier dont la seule ressource est l'exportation de pétrole avec les aléas du marché pétrolier et du prix du baril. Cet État
centrale, aujourd'hui, n'a pas de ressources à consacrer à la reconstruction des régions détruites par la guerre. On estime à peu près entre 80, l'État central irakien en tout cas, évalue le coût de cette reconstruction dans une fourchette qui se situe entre 80 et 100 milliards de dollars. Juste pour l'année 2019, le budget fédéral de l'État irakien, qui a été calculé sur la base d'un baril de pétrole de 56 $, on est plus ou moins à ce niveau-là. Pour cette année 2019, le budget fédéral s'élève à 112 milliards de dollars, dont 23 milliards de déficit. Et c'est quelque chose de nouveau dans l'Irak post-2003, la montée de l'endettement public. Donc, il n'y a quasiment aucune marge de manœuvre quand, de surcroît, on sait que les 2/3 de ce budget fédéral sont engloutis par la masse salariale, par les traitements des agents et des retraités de la fonction publique. Nous sommes dans une fonction publique dont la taille a, depuis 2003, dans les estimations les plus basses, on considère que sa taille a été multipliée par 3 depuis 2003. Donc c'est une administration, une fonction publique qui est pléthorique, qui est extrêmement improductive et, dans une grande mesure, complètement obsolète du point de vue des ressources humaines. Les techniques d'administration en Irak sont restées au niveau des années 80, c'est-à-dire du début de la guerre contre l'Iran. Et depuis, en fait, les retards et les dysfonctionnements de l'économie irakienne ne sont pas seulement imputables à ce qui s'est passé après 2003, mais il faut remonter bien avant, il faut remonter au début des années 80 et au début du processus de dégradation des finances publiques et de l'économie et de la société irakienne. Donc, la situation est effectivement assez sombre. Donc, le gouvernement central, Bagdad, quel que soit le détenteur du pouvoir à Bagdad, il n'y a pas d'autre option que de remettre à plus tard la reconstruction, de remettre à plus tard tout programme d'investissement massif pour reconstruire le pays. Et c'est le cas du secteur électrique est très parlant. C'est un secteur qui, depuis 2003, n'a jamais pu se reconstruire ni produire la quantité d'électricité qu'il faut à une société dont la démographie est galopante. L'Irak est un pays où le taux de natalité est encore un des plus élevés de la région. Donc, finalement, Bagdad opte pour, en ce qui concerne la reconstruction des régions libérées de Daesh, pour un simple contrôle sécuritaire. Il n'y a pas de programme de reconstruction, ni la moindre velléité de reconstruire quoi que ce soit dans ces régions. Il y a juste une volonté de contrôler, du point de vue sécuritaire, ces régions et de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'autres vagues de djihadistes ou d'autres vagues de contestation ou d'insurrection armée. C'est la raison pour laquelle, dans les régions sunnites, aujourd'hui, le contrôle, il y a plusieurs pôles sécuritaires qui s'exercent sur la population. Il y a un quadrillage extrêmement brutal de la population, dont on contrôle les mouvements, les entrées et les sorties. Et la population, c'est-à-dire que l'ensemble des habitants de ces régions-là doivent se soumettre à plusieurs contrôles sécuritaires pour prouver qu'ils n'ont pas d'antécédents ou de sympathie pro-jihadistes et qu'ils n'ont pas collaboré avec Daesh pendant les années d'occupation. Alors, là-dessus, la communauté internationale, puisqu'il faut en parler, dans toutes ces problématiques de la reconstruction, il y a ce qu'on appelle la communauté internationale et les différents pôles qui la structurent. Il y a les pays individuellement, mais il y a aussi les grandes organisations internationales, il y a les Nations Unies. En Irak, la communauté internationale s'est mobilisée après la victoire contre Daesh et a aidé l'Irak à organiser une grande conférence à Koweït en février 2018 pour lever des fonds pour financer cette reconstruction. Alors, il n'y a pas vraiment eu de levée de fonds, il y a eu des promesses qui s'élèvent à quelques 30 milliards de dollars. Plus de 70 pays ont participé à cette conférence. L'Irak en espérait un plan Marshall et tout ce que l'Irak a obtenu, ce sont essentiellement des promesses de dons. Et je dirais que la logique était davantage de la part des pays donateurs, une logique de dépeçage commercial. En fait, chaque pays promettant des dons à condition que ces entreprises en profitent dans le cadre des marchés de la reconstruction des régions détruites par Daesh.
Alors, il y a aussi la fantasmagorie du pays pétrolier, de ce pays qui est extrêmement riche. On oublie les dysfonctionnements de l'économie irakienne, on oublie le fait que le budget de l'Irak est englouti, comme je l'ai dit, par la masse salariale et par les traitements des fonctionnaires. On oublie le problème des ressources humaines qu'il y a en Irak. Et on oublie surtout le problème majeur, qui est le principal obstacle en fait à toute reconstruction du pays, qui est la corruption. Alors la corruption, elle est endémique, elle ne touche pas uniquement la classe dirigeante et les sommets du pouvoir, mais elle est, je dirais, diffuse, elle est présente à tous les échelons, à tous les rouages de l'administration publique, aussi bien centrale que provinciale. Et c'est quelque chose qui freine les donateurs, freine énormément les donateurs. Alors, pour contourner ce problème de la corruption en Irak, la communauté internationale a trouvé une solution, a cru trouver une solution dans le fait de confier au PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, la tâche de reconstruire la région libérée de Daesh. Alors le PNUD a l'expérience de ce genre de choses. C'est quelque chose que le PNUD a tenté avec évidemment les succès que l'on connaît en Afghanistan. Mais en tout cas, le PNUD, aussitôt, dès 2014-2015, le PNUD a mis en place le FFS, qui est le Funding Facility for Stabilization, qui est un fonds géré par le PNUD, auquel contribuent les pays donateurs. Donc tous les pays qui le souhaitent peuvent verser des fonds qui ensuite vont être alloués par le PNUD à des projets de reconstruction ou de réhabilitation des infrastructures publiques. Ce fonds en Irak s'élève à peu près, le PNUD a récolté à peu près 1,1 milliard, un peu plus d'1 milliard de dollars, ce qui n'est pas négligeable. Les principaux donateurs sont les États-Unis, les pays du Golfe, l'Europe et le Japon. Alors, c'est le deuxième fonds en termes d'importance et en termes de montant, c'est le deuxième plus grand fonds de l'histoire des Nations Unies, le premier ayant été celui de l'Afghanistan. Au début de l'année 2019, le gouvernement irakien s'est mis lui-même à alimenter ce fonds qui est géré par le PNUD, tant il est incapable de mener la moindre tentative de reconstruction, puisque quand bien même il y aurait une volonté d'agir une volonté d'action dans les régions libérées de Daesh, il se heurte à de nombreux obstacles, il se heurte à toutes sortes évidemment la corruption, mais il se heurte aussi aux conflits politiques et aux divisions politiques des élites locales. Donc le gouvernement irakien, c'est une nouveauté, c'est un État qui contribue à un fonds pour la reconstruction qui est géré par une organisation internationale. Bon, évidemment, le montant n'est pas significatif, c'est un peu moins de 40 millions de dollars, mais ça en dit long sur justement ce que je disais au départ, cette incapacité en fait de l'État à intervenir et à reconstruire quoi que ce soit. Son propre instrument, l'État irakien a un instrument qui s'appelle le REFATO, c'est le Reconstruction Fund for Areas Affected by Terrorist Operations, mais c'est un fonds qui est politisé. C'est un fonds dont les procédures de passation de marché sont extrêmement perméables à la corruption, aux pressions politiques et au clientélisme qui caractérisent en fait le fonctionnement de cette économie rentière qui, en dehors du pétrole, ne produit pas de richesse. Donc c'est quelque chose qu'il faut... On parlait de l'État, je crois que les intervenants du premier panel ont souligné l'importance de l'État. Là, on est en plein dans cette problématique. Pour reconstruire, il faut un État, il faut un environnement institutionnel digne de ce nom, sinon rien ne peut se faire. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, le peu de reconstruction qu'il y a à Mossoul, mais aussi à Anbar, dans le gouvernorat d'Anbar, et dans le gouvernorat de Salah ad-Din, est le fait du PNUD. Le PNUD lance des appels d'offres. Alors, le PNUD s'est concentré sur les écoles, sur les hôpitaux, sur les stations de traitement, d'épuration des eaux, sur les stations électriques. Le PNUD est en train de faire un programme de réhabilitation des infrastructures primaires, véritablement. C'est-à-dire ce travail que l'État irakien est incapable de faire avec ce fonds alimenté par les pays donateurs, le PNUD essaye de le faire. Juste une petite parenthèse sur la logique des pays donateurs. Alors, ce fonds fonctionne plus ou moins bien, mais il n'est pas exempt de pression politique. C'est-à-dire lorsque l'administration Trump, lorsque USAID alloue des fonds à ce mécanisme, ils ont des exigences bien particulières. Alors on a constaté que
par exemple, depuis le début, l'administration Trump veut que l'argent soit dépensé dans la plaine de Ninive et dans Sinjar. Ce sont deux régions dans le gouvernorat de Ninive, donc, dont Mossoul est la capitale. Ce sont des régions qui ont la particularité d'être habitées par des minorités. Alors Sinjar, ce sont les Yézidis, et la plaine de Ninive, ce sont les chrétiens. Donc là, vous avez un pays donateur qui exige que les fonds consentis à la reconstruction de l'Irak soient prioritairement affectés au développement et à la reconstruction de régions qui ont une certaine couleur confessionnelle ou ethnique, ce qui pose problème. Au PNUD, bien entendu, qui essaye de résister, mais ce n'est pas toujours facile. Et on constate que, par exemple, dans la plaine de Ninive, qui est toute la région entre Mossoul et Erbil, c'est une région agricole, on constate qu'il y a vraiment une saturation. On ne sait plus quoi faire de l'aide, tant les montants qui ont été dépensés sur cette petite partie du gouvernorat sont énormes. Et en plus, les chrétiens les chrétiens qui sont censés, la population chrétienne qui est censée profiter de cette manne de l'aide et du développement, finalement ne souhaite qu'une seule chose, c'est émigrer et quitter définitivement l'Irak. Donc voilà un des problèmes aussi de l'aide et de sa distribution. Alors on me dit que je n'ai plus que 5 minutes, alors que je n'ai même pas dit 20% de ce que j'ai à dire, ce qui est horrible. Donc là-dessus, Mossoul, parlons plus de Mossoul. Donc ça, c'est le contexte. Voilà, vous avez un État central incapable d'agir, qui n'a peut-être même pas la volonté de réinvestir politiquement et économiquement ces gouvernorats qui ont été libérés de Daesh. Vous avez la communauté internationale qui ne fait pas confiance, qui a peur que l'argent aille dans la poche des corrompus et qui alimente un fonds géré par les Nations Unies, par le PNUD en l'occurrence, pour reconstruire. Ce fonds est très critiqué, mais il n'en reste pas moins que c'est le seul aujourd'hui qui a pu faire quelque chose, qui a pu rétablir l'électricité dans une grande partie de la ville, de l'ancienne partie de l'ancienne ville de Mossoul, de la vieille ville qui a été complètement détruite et rasée par les combats. C'est aussi grâce au PNUD que les hôpitaux refonctionnent. Évidemment, ils n'ont pas retrouvé leur capacité d'avant-guerre, mais sur les 3500 lits d'hôpital qu'il y avait à Mossoul avant 2014, on est à peu près remonté jusqu'à 2000. L'état des hôpitaux est bien entendu désastreux, mais c'est mieux que rien. Et c'est en grande partie grâce à l'action du PNUD, qui travaille avec une équipe d'ingénieurs irakiens et qui, en fait, se substitue aux administrations publiques complètement défaillantes, va cannibaliser leurs ressources humaines, c'est-à-dire il prend les meilleurs éléments, les meilleurs ingénieurs dans les administrations irakiennes. Ils vont travailler directement pour lui. Donc c'est encore aussi un autre problème qui est le fait qu'on vide les administrations irakiennes des éléments les plus compétents, puisqu'ils sont attirés par le salaire que leur offre le PNUD. Donc il y a un engrenage de l'aide et de l'aide, en fait, ces États qui se défaussent sur la communauté internationale pour reconstruire leur pays et qui en même temps en fait contribuent aussi en fait à affaiblir les capacités de l'État et à créer une autre bulle de corruption aussi, puisque le PNUD n'a pas matériellement la possibilité de contrôler la façon dont les marchés sont exécutés. Mais bon, en tout cas pour la population, ça fait une différence. Alors Mossoul, on est passé à Mossoul de l'euphorie de la libération à la colère. La colère contre les lenteurs de la reconstruction, la colère contre le gouvernement central. Mossoul, la part du budget fédéral que touche le gouvernorat de Ninive, de l'État central, est de 120 millions de dollars. Ce qui est absolument rien, sachant encore une fois qu'on se retrouve avec le même problème à l'échelle des administrations fédérales, c'est-à-dire que 80% de ce montant est englouti par les salaires des fonctionnaires. Donc la part consacrée à l'investissement et à la reconstruction est complètement dérisoire. Mossoul, avec 120 millions de dollars par an, est le gouvernorat irakien qui reçoit le moins d'argent de tous les gouvernorats, de tous les 18 gouvernorats que compte l'Irak. C'est le gouvernorat qui a le moins d'argent, alors que c'est le deuxième gouvernorat le plus peuplé du pays, et Mossoul, sa capitale, donc, est la troisième plus grande ville d'Irak après Bagdad et Bassora. Donc il n'y a aucune réelle volonté de reconstruire quoi que ce soit de la part d'un gouvernement central
qui est débordé, qui doit faire face aussi à la montée des déficits et qui aujourd'hui est pris dans des dynamiques, dans un engrenage politique sur lequel il a perdu tout contrôle et dont l'issue est complètement incertaine. Alors, je dirais qu'il y a un événement dont je vais vous parler qui est pour moi, qui symbolise un peu cette économie de la reconstruction. Et ce sera peut-être la conclusion, sauf si j'arrive à tricher et à obtenir quelques minutes de plus. C'est la tragédie dont vous avez peut-être entendu parler, la tragédie du ferry qui a coulé en mars 2019. C'est un ferry qui relie Mossoul à une petite île, une presqu'île, où il y a un parc d'attractions. Donc c'est un bac en fait, qui permet de traverser les 100 mètres qui séparent la rive de cette presqu'île où il y a un parc d'attractions. Le jour de Nowruz, le 21 mars 2019, quelques 300 personnes sont montées sur ce bac qui n'était évidemment pas conçu pour supporter pour 300 passagers. Résultat, en plus, la veille, il y avait eu des pluies assez importantes à Mossoul, donc le niveau du Tigre était remonté. Bref, le ferry coule avec... Le bilan est très très lourd. Il y a 130 morts, plus de 60 disparus. Sur les 30 morts, il y a évidemment plus de 40 enfants. C'est une véritable tragédie. Alors, comment est-ce qu'on se retrouve là et pourquoi cet incident tragique est très éclairant pour comprendre l'économie de la reconstruction? Il l'est d'une part parce que le propriétaire de ce parc d'attractions qui assure la liaison est un brave monsieur qui avait des liens plus qu'avérés avec Daesh, qui a continué à faire des affaires juteuses, notamment en s'appropriant les biens des chrétiens qui avaient été expropriés par Daesh et qui avaient fui, et en les revendant, pendant les 3 ans d'occupation de Daesh, avait vu ses affaires prospérer. Au lendemain, dès la libération, ce brave Mossouliote trouve des sponsors nouveaux à son activité qui sont en fait les miliciens du Hashd Sharbi, les miliciens de la mobilisation populaire, ces troupes irrégulières formées à la suite d'une fatwa de l'ayatollah Sistani et qui sont venus seconder les troupes régulières irakiennes dans les combats de libération. Il a fait affaire avec un commandant de l'une de ces milices. Ils se sont répartis, il lui a consenti 30% de son chiffre d'affaires. Et donc, grâce à cette protection, à cette nouvelle protection, donc je précise, il est passé de la protection de Daesh à celle de la milice chiite qui a combattu Daesh. Grâce à cette protection, il a pu obtenir les autorisations de navigation fluviale alors que rien n'était aux normes. Et il a ouvert son parc d'attractions et a commencé à refaire des affaires. Donc, à la suite de cette tragédie, il s'est enfui, évidemment, il a pris la fuite. Le gouverneur de Mossoul a été attaqué, pris à partie par la foule. Lui aussi a dû fuir, il est réfugié aujourd'hui à Erbil. Donc, et à travers cette tragédie, c'est tout un système de collusion entre les élites économiques locales et les vainqueurs de la guerre contre Daesh qui se remet en place et qui contrôle une économie de guerre. En fait, on est dans le prolongement de la guerre. C'est une économie fondée sur la violence politique, et c'est une économie de prédation et d'extraction des ressources. C'est pas une économie productive. Elle consiste simplement à se répartir des niches lucratives. Alors les milices, on en parle beaucoup. Elles jouent un rôle économique non négligeable dans Mossoul. Alors, on entend beaucoup de choses, il y a beaucoup d'exagérations, mais toujours est-il que, je dirais, rien n'a changé à Ninive depuis 2003. Avant, vous aviez Al-Qaïda, ensuite on est passé à Daesh, mais en tout cas, vous aviez l'insurrection armée qui exerçait un rôle économique extrêmement important à travers le racket, à travers le contrôle des principaux axes routiers, le racket des commerçants, des marchands, des élites marchandes de Mossoul. Aujourd'hui, eh bien, leurs successeurs, ce sont les milices de la mobilisation populaire qui revendiquent un droit de regard sur l'activité économique du gouvernorat et qui exigent leur part. Elles estiment que c'est le prix du sacrifice consenti, c'est le prix du sang versé pour la libération de Mossoul, et elles réclament leur part. Alors elles sont aujourd'hui devenues des associés, des acteurs incontournables du peu de vie économique qui reprend à Mossoul. Et vous avez, à l'arrière-fond de ce nouveau rôle des milices, vous avez des élites, les vieilles élites de Mossoul qui ont pris la fuite, qui sont aujourd'hui délocalisées
qui, pour la plupart, habitent à Erbil, donc au Kurdistan irakien. Elles essayent de reprendre leurs activités, mais elles sont aujourd'hui dans une situation qui de leur point de vue, l'environnement demeure politiquement et économiquement encore trop risqué pour qu'elles puissent s'aventurer de nouveau à reprendre leurs activités économiques à l'intérieur du gouvernorat. Donc pour le moment, nous n'avons qu'une économie de prédation, une économie informelle, une économie qui, à mon sens, est loin d'apaiser et de pacifier les conflits, mais au contraire, l'économie aujourd'hui est une des principales arènes de l'affrontement et du conflit. Et je dirais, en plus, ce qui aggrave le phénomène, c'est que vous avez des convoitises extérieures. Donc les convoitises extérieures, elles viennent, comme je l'ai dit, de ces milices qui ne sont pas pour la plupart originaires du gouvernorat, à l'exception de quelques minorités, de quelques groupes chiites qui sont originaires de Ninive. Mais en tout cas, vous avez des acteurs aujourd'hui de l'avenir. L'économie du gouvernorat est contrôlée par des acteurs extérieurs, les milices d'une part, et vous avez le Kurdistan, le gouvernement régional kurde, Erbil, qui a des velléités de captation des marchés de la reconstruction et qui exige un droit de regard et qui, du fait de la présence sur son sol des élites marchandes, des principales élites économiques et marchandes de Mossoul, exerce des pressions sur les élites de Mossoul et exige aussi d'être associé à la moindre initiative économique qui reprend dans la ville. Juste, Dorothée, si tu m'autorises, quelques généralités encore, parce que j'aime bien les généralités, juste ce que ça soulève, en fait, pour moi, la reconstruction ou la non-reconstruction ou la réparation, ce sont des questions de fond qui pourraient aussi s'appliquer aux autres pays dont on a parlé. Tu vas pouvoir nous les donner pendant la discussion. Juste dire, l'environnement institutionnel est important, la cohésion ou la division des élites locales, c'est un élément extrêmement important. Et puis, il y a aussi le fait qu'on ne peut pas on ne peut pas fantasmer le rôle du secteur privé quand vous êtes dans des économies rentières où le secteur privé, c'est-à-dire cette doxa du secteur privé, il faut l'oublier. Vous avez un secteur privé qui est complètement prédateur, dépendant des marchés publics et de l'État et de sa capacité à infiltrer, à s'insérer dans les réseaux politiques. Ce n'est pas un secteur qui va créer des emplois ni relancer l'activité économique. C'est un secteur simplement parasite. Donc ça, c'est sur le secteur privé. L'autre élément important qu'il faut garder en tête, on ne reconstruit pas des villes détruites avec l'ampleur des destructions que l'on a vues à Mossoul en sous-traitant la tâche à des ONG ou à des organisations internationales, fussent-elles aussi compétentes et puissantes et déterminées que le PNUD. Il faut pour cela un État central, et je dirais même, il faut quasiment un ministère du plan pour le faire. L'autre élément, on parle beaucoup du Japon et de l'Allemagne et de leur reconstruction post-Deuxième Guerre mondiale. Je veux bien, mais on ne peut pas comparer. D'abord parce que ces deux pays ont bénéficié d'un afflux massif de capitaux américains et européens après 1945, ce qui n'est pas le cas des pays de la région et encore moins de l'Irak, puisque c'est un pays pétrolier qui n'a besoin de personne. Voilà le récit tel qu'on l'entend. Mais je dirais que ce qu'on avait au Japon et en Allemagne et qui a facilité la reconstruction, c'est que vous aviez l'infrastructure humaine, scientifique, politique. Vous n'aviez pas des sociétés aussi divisées. Vous aviez des sociétés meurtries, détruites par la guerre, mais elles n'étaient pas divisées. Il n'y avait pas de conflit sur la vision de l'avenir, ni sur le type d'État qu'il fallait construire et reconstruire. Et c'est ce qui fait cruellement défaut en Irak, mais aussi dans les autres pays de la région où il va falloir repenser en fait la reconstruction et surtout les modalités de la reconstruction. Merci beaucoup. Merci. Merci Loa. Je vais laisser la place à Pierre Aski qui est arrivé entre-temps pour modérer la suite de la table ronde. Et alors Pierre, les instructions sont très féroces, il faut 1 quart d'heure par participant. Mais j'ai compris que ça serait très difficile. Oui, voilà. Bonjour. Bonjour, c'est bien la preuve que les débats peuvent commencer sans modérateur. Alors après l'Irak, on va peut-être passer à la Syrie parce qu'il y a des problématiques qui sont à la fois semblables et assez éloignées. Alors la Syrie est un cas de figure intéressant puisque
la guerre n'est pas tout à fait terminée, ou en tout cas elle n'en finit pas de se terminer, puisque ça fait longtemps qu'on nous annonce la fin de la guerre de Syrie. On voit bien que dans la région d'Idlib, il y a encore des combats. La récente incursion turque a également montré que cette guerre était loin d'être terminée, mais la question de la reconstruction est déjà sur la table. Elle est posée en termes à la fois financiers, diplomatiques, politiques, et on va voir comment elle se pose dans toutes ces dimensions. Donc je passe la parole à Joseph Daher, qui est maître d'enseignement à l'Université de Lausanne. Merci beaucoup. Merci à l'IFRI pour cette invitation et d'être venu pour cette présentation. J'espère qu'on aura un débat des plus riches par la suite. Donc, il y a bien sûr, il va y avoir des généralisations vu qu'on a 15 minutes pour parler d'un sujet complexe. Cela a été dit, la guerre n'est pas du tout finie en Syrie, elle se poursuit malheureusement avec l'expansion de l'occupation turque au nord-est de la Syrie. Les bombardements continuent sur Idlib, qui est, malgré son occupation par une organisation fondamentaliste djihadiste, il y a 3 millions de civils, donc 1,5 million de déplacés. Pour rappel, ça pose la question de quelle reconstruction on va poser. Et je pense qu'il est d'abord important de poser quelle est la situation actuelle de la Syrie. Il faut savoir qu'il y a une destruction massive de l'économie syrienne. On voit que le produit intérieur brut est passé de 60 milliards de dollars en 2010 à 17 milliards en 2017. Donc une destruction massive. On a parlé dans le panel précédent, plus de la moitié de la population est déplacée ou bien interne ou externe, c'est-à-dire en termes de réfugiés. Des destructions massives, notamment dans l'économie productive de la Syrie. Même si l'agriculture est au niveau du produit intérieur brut le plus gros contributeur, à la hauteur de 39% selon les dernières statistiques en 2017-2018, en termes absolus, l'agriculture a perdu 40% de sa valeur. En termes des productions industrielles, manufacturielles, également on parle de plus de 90% de destruction. Donc l'économie, si vous voulez, productive a subi un énorme coup, tandis qu'on a vu à travers ces dernières années, en fait, un renforcement de tendances politiques et économiques qui étaient présentes avant 2011. Parce qu'il faut savoir, l'économie productive était également souffrante avant 2011 par les politiques de libéralisation économique depuis 2000. D'ailleurs, c'est un aspect que j'ai envie de pointer, parce que souvent on parle d'économie de guerre. Je ne suis pas contre le concept, mais l'économie de guerre n'est pas une rupture avec l'économie politique précédente de 2011. C'est une continuation et un approfondissement d'orientation politique générale. Donc, l'économie productive durement touchée et tout ce qui est en termes d'économie rentière et spéculative, commerce spéculatif de la Syrie, a été très, très grandement renforcé. Et j'y reviendrai dans la conclusion, ça joue également dans les raisons structurelles de la fluctuation et de la baisse massive de la valeur de la livre syrienne. Donc ça, c'est des éléments à prendre en compte. L'économie de guerre n'est pas une rupture, mais un approfondissement des orientations politiques générales. D'ailleurs, et j'y reviendrai dans mon papier également, les guerres généralement ou les crises sont utilisées par les gouvernements en place pour approfondir la politique précédente également, en termes de politique économique et en termes de reconstruction, c'est également le cas. Vous avez un certain nombre de cas, l'Irak après 2003, renforcement de politique de libéralisation économique, le Liban après les années la guerre civile. D'ailleurs, on voit les résultats, je dirais, aujourd'hui dans les sources de la contestation populaire, mais vous pouvez parler du Rwanda, de la ex-Yougoslavie, etc. Renforcement de politique économique qui était présente. Donc ça, c'est important de poser, je pense, ce cadre. De même, on a parlé de la question des États. Personnellement, je ne fais pas une différence entre nature, État et régime. Je pense que c'est une différence superficielle, car l'État est un outil de ces régimes et ces institutions également. On ne peut pas faire une séparation comme si les ministères fonctionnaient sans comprendre qui sont à la tête de ces États. Et dans le cadre de la Syrie, on parle d'un État patrimonial. Ça veut dire concentration des pouvoirs politiques, économiques et militaires dans les mains, si vous voulez, d'un clan qui a ensuite des alliances qui peuvent être au sein de sa base populaire, clientéliste, confessionnelle, ethnique, tribale, etc. Mais ça, c'est important pour poser ce plan. Dans le cadre, quelle reconstruction aujourd'hui? Elle est extrêmement limitée, ou quasi nulle en Syrie.
Il faut être très clair. Et on est encore malheureusement très loin de voir une reconstruction. Néanmoins, le débat a commencé depuis plusieurs années et les objectifs de la reconstruction tels qu'avancés par le régime Assad depuis plusieurs années a plusieurs objectifs qui sont sécuritaires, politiques et économiques. Et il ne faut pas également les séparer. Ça doit être très clair. Ils veulent renforcer l'emprise. Le régime veut renforcer son emprise à travers une politique de reconstruction de son pouvoir dans différentes zones de territoire. Ils veulent accumuler des nouveaux capitaux à travers la question de la reconstruction, tout en redonnant, si vous voulez, l'accumulation de ces capitaux à un réseau de ce qu'on a appelé capitalisme des copains, à un réseau d'hommes d'affaires liés aux plus hautes sphères de l'État, tout en voulant punir les populations considérées comme faisant partie de l'opposition ou comme considérées comme dangereuses. Et dans ce cadre-là, on peut très bien voir l'utilisation de ce qu'on appelle en anglais Housing, Land and Property Laws, ça veut dire tout ce qui est terre, résident. Attendez, j'ai la traduction en français. Bon, bref, vous avez compris, j'ai pas beaucoup de temps. Termes de propriété, il y a un certain nombre de lois qui ont été mises en place, plus d'une cinquantaine, avec des nouvelles lois sécuritaires depuis 2012. Et il y a eu un mixte d'instrumentalisation de lois HLP et de lois dites antiterroristes et autres pour expropriation de certains territoires, pour, disons, détruire même des parties de quartier, etc., pour les exproprier. Pardon. Dans ce cadre-là, on voit qu'il y a ce mix d'utilisation, que ce soit d'objectifs politiques, économiques et sécuritaires à la fois. De même, il y a une inégalité de reconstruction. Vous voyez par exemple les plans de réhabilitation, par exemple dans le cadre de la ville d'Alep, qui a été récupérée complètement par le régime Assad à la fin de décembre 2016. Les zones prioritaires étaient en majorité à Alep-Ouest, qui n'avait pas subi le même destruction que Alep-Est, qui aujourd'hui encore reste très fortement manque une absence d'infrastructures, peu de reconstruction et peu de gens sont retournés dans ces territoires. De même, dans un certain nombre de territoires qui ont été récupérés par les forces du régime et leurs alliés, disons, avec l'assistance militaire de l'Iran et de la Russie, souvent dans certains de ces territoires, il n'y a pas eu de retour de déplacés internes ou de réfugiés pour des raisons sécuritaires, les services de sécurité les empêchant, ou bien également, c'est tout un business qui est développé à travers cela. Si vous voulez atteindre certaines zones, il faut payer un certain nombre de montants, avoir un certain nombre d'autorisations, et ça fait partie d'un business. Si on voit les deux cas actuellement qui sont proposés comme les grands Master Urban Plan de reconstruction envoyés par le régime. Donc vous avez un qui est appelé Marota City à Damas. En fait, cette région, ce Master Urban Plan n'est pas quelque chose de nouveau. Ça datait de 2007 déjà. Et la capacité, la possibilité, entre guillemets, d'utiliser cette guerre pour exproprier les personnes qui étaient là, parce que ce n'est pas des régions qui avaient subi des destructions massives, il faut savoir. Et la possibilité, à travers la loi en 2012-66, d'exproprier ces territoires pour reconstruire, faisait partie en partie, c'est ce que je disais, opportunité d'utiliser cette crise et de guerre pour réaliser ce Master Urban Plan. Et on voit quelque chose de similaire dans les quartiers détruits à Homs et qui vont subir également un Master Urban Plan du même type, où les populations qui sont résidentes sont généralement classe moyenne paupérisées très fortement, qui ne pourront pas se permettre d'habiter dans ces nouveaux quartiers où notamment a été annoncé des appartements allant de 400 000 à 600 000 $. D'ailleurs, c'est intéressant, j'y reviendrai en conclusion, il y a des critiques au sein, à l'intérieur de la Syrie, sur ces politiques de reconstruction. Il y avait des titres de journaux qui disaient plus de 99% de la population ne peut pas se permettre d'acheter dans ces appartements à 600 à 1000 $ le mètre carré. Qui va habiter là-dedans? Des critiques au sein des journaux, encore une fois, pro-régime,
à l'intérieur de la Syrie avec cette politique d'habitation. Une grande partie des Syriens n'auront pas de capacité de se loger car c'est en majorité en direction des classes les plus prospères, une volonté également de rendre aux classes les plus loyales. De même, tout ce qui est politique d'habitation si vous voulez, pour des loyers réduits, etc., sont toujours repoussés. Il y a des annonces qui sont faites, mais grandement, ces annonces d'habitation à bas loyer sont très souvent repoussées. C'est également, il faut aussi faire attention quand on parle dans le budget de chaque année qui est annoncé par le gouvernement syrien, il y a tout un montant qui est normalement donné pour l'investissement. Une grande partie de ces investissements ne sont tout simplement pas faits. Et il faut se rendre compte aussi que l'argent alloué pour la reconstruction ne dépasse pas 50 millions de dollars. Quand on sait, ça a été cité en la première session, les coûts de la reconstruction sont dits entre 250 milliards et 400 milliards de dollars. Donc on est très loin de pouvoir réaliser une reconstruction là-dessus. De même, c'est important de prendre en compte là-dessus, dans l'approfondissement des politiques économiques, dans le cadre de la reconstruction, c'est une reconstruction qui est pour l'instant très fortement privatisée. Ça veut dire qu'il y a une loi de 2015 qui donne la possibilité aux municipalités de fonder leur propre holding qui managera, même si elle est sous le contrôle officiellement des municipalités, ces reconstructions. Et on voit déjà qu'à Damas, entre la municipalité de Damas et ce holding, il y a des tensions déjà qui se mettent en place. Et sans oublier que la majorité des municipalités, vous avez vu les dernières élections municipales, ont renforcé encore les liens clientélistes au plus bas avec le régime, le renforcer le Baas, etc. De même, on voit une loi qui avait été mise dans les coffres en 2010 qui s'appelle les PPPs, Public-Private Partnership, le partenariat public-privé, qui a été ressorti en 2016, qui fait partie de la nouvelle orientation générale, on va dire renforcement encore, dans lequel le gouvernement syrien a dit le secteur privé a le rôle primordial dans le cadre de la reconstruction. Et les PPP sont également utilisés dans le cadre de la reconstruction. En l'occurrence, c'est une dynamique régionale que vous trouvez au Liban, en Arabie Saoudite, etc. Ce qui pose ce cadre, la question de la reconstruction. Qui pour reconstruire? En premier lieu, si on parle de ceux à l'interne, ça veut dire au niveau syrien, qui vont profiter, c'est très clairement les businessmen liés au régime. Ceux qui ont accumulé des capitaux grâce à leurs liens directs avec le régime. D'ailleurs, si on voit la liste des investisseurs pour Marota City, il y a en première liste Sam El-Foz. Il y a toute une nouvelle, disons, nouveau homme d'affaires, nouvelle génération d'hommes d'affaires qui ont fait leur argent en étant des entremetteurs entre régimes et d'autres régions ou bien à l'étranger. Sam El-Foz en fait partie, notamment dans tout ce qui est importation de blé avec la Russie et d'autres. Qaterji, qui est un nouveau homme d'affaires à Alep. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que ça dépasse maintenant le commerce. Il vient d'être alloué la possibilité de fonder 2 raffineries dans la région du Sahel sur la côte par le régime. Donc on voit qu'il y a si on veut récompenser ces hommes d'affaires qui ont joué un rôle pour ce régime. Donc c'est très clairement, on va voir à l'interne, c'est les hommes d'affaires qui sont les plus proches du régime qui vont bénéficier de cette reconstruction. Mais il faut être clair, ils n'ont pas les capacités financières pour avoir une reconstruction massive. De même que les banques privées en Syrie ne dépassent pas leurs réserves 4 milliards de dollars. Donc quand vous êtes un programme de politique économique que vous basez sur la privatisation, la reconstruction, il faut des prêts massifs, n'est-ce pas? Ces prêts massifs ne sont pas... Cet argent qui permettrait la reconstruction n'est tout simplement pas présent. Au niveau des acteurs étrangers, il y a l'Iran et la Russie qui a déjà... Alors particulièrement, la Russie se concentre sur les ressources naturelles, ça a été cité, le phosphate. Mais ce qui est intéressant, c'est le contrôle du phosphate, c'est sa production, sa distribution et sa diffusion. D'où, ce n'est pas le port de l'Attaqué, mais c'est le port de Tartous, où, de nouveau, c'est à travers un contrat de PPP, où il y a la possibilité de la compagnie russe privée Strongas d'avoir la gestion du port pendant 50 ans. Mais il faut savoir, encore une fois, et c'est intéressant de voir ces contradictions, ça a été critiqué à l'interne en Syrie par une très grande partie des loyalistes. Et le ministre des Transports a dû revenir plusieurs fois à la télé pour expliquer comme quoi on ne vendait pas la Syrie, on ne vendait pas la souveraineté parce qu'il y avait un très grand nombre de critiques. Et d'ailleurs, dans une des compagnies de fertilizer agricole dans la campagne de Homs, qui est sous contrôle russe, maintenant, il y a eu des grèves pour
des travailleurs syriens pour se plaindre des conditions de travail imposées par le nouveau management russe. Donc on voit qu'il y a des contradictions. L'Iran n'a pas réussi encore à transformer les gains géopolitiques qu'il a fait en Syrie en gains économiques. Le port de Latakia qui devait tomber sous sa gestion n'est pas encore le cas. Il n'y a pas eu un PPP. Il y a eu quelques contrats, mais ça reste minimum. Il y a eu beaucoup de contrats de Memorandum of Understanding qui ont été signés, mais il y a du mal encore à les mettre en application, on va dire. Donc pas encore ces gains économiques qu'on pourrait voir de manière massive. D'autres acteurs, il faut arrêter bientôt. Okay. Les États-Unis et l'Union européenne ont une position très claire. Pas de reconstruction sans processus politique. Cette position officielle de l'Union européenne ne doit pas cacher qu'il y a des divisions au sein de l'Union européenne. D'ailleurs, on parlait d'une association grecque qui est allée en Libye. Il faut savoir qu'il y a un groupe de businessmen grecs qui ont été, il y a quelques semaines, à Damas pour des possibles investissements. À la fin 2018, il y a eu une conférence en Roumanie par des hommes d'affaires de la diaspora liés au régime pour parler de possibles investissements. Donc, il ne faut pas mettre ça entre parenthèses. La Chine, généralement, investit dans des pays auxquels il peut retirer des ressources naturelles qui sont grandement contrôlées plutôt par la Russie pour l'instant. Il reste le plus grand exportateur en Syrie avec la Turquie, mais pour l'instant, en termes d'investissement, ça reste très, très, très réduit. Questionnement, interrogation, les monarchies du Golfe. Vous avez tous vu le rapprochement qui s'est passé avec les Émirats. D'ailleurs, il y a quelques jours, il y avait le président des syndicats des journalistes qui était à Riyad pour la conférence, en Arabie Saoudite donc, pour la conférence des soi-disant des journalistes en Arabie Saoudite. Bon, voilà, on fait ce qu'on veut, mais bon, c'est point à part fini. Les Émirats, beaucoup de discussions, beaucoup de spectacles, on va dire, des échanges entre businessmen qui sont allés à l'affaire Damascus International Fair, des hommes d'affaires syriens qui sont allés aux Émirats, mais pour l'instant, pas d'implémentation également d'investissement. Les sanctions américaines jouent un très grand rôle. Il y a une peur des Émirats de tomber là-dessus. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut mettre de côté. Les principaux partenaires commerciaux pour les Émirats, ce n'est pas la Syrie, il faut être clair. C'est les États-Unis en termes d'investissement et autres. Donc ça reste, il y a des pressions américaines pour empêcher plus de rapprochement que cela. Sur les acteurs étrangers, on pourra revenir par la suite. En conclusion, on voit un modèle de reconstruction, en tout cas envisagé, qui renforcerait tout le caractère patrimonial du régime et c'est son emprise sur la société tout en voulant punir déjà des populations marginalisées ou considérées comme faisant partie de l'opposition. Cela peut créer des problèmes futurs, il faut être très clair. Et ça aussi, il faut qu'on reparle des questions des sanctions. Autant les sanctions contre des individus profitant des bénéfices de la guerre sont quelque chose de louable, les sanctions touchant l'entièreté de la population, tout en bénéficiant aux hommes d'affaires proches du régime, sont à revoir, je dirais. Et historiquement parlant, aucun régime n'est tombé à cause des sanctions. D'accord ? Et personnellement, moi, quand je vois un pays qui subit une telle destruction en disant tout simplement « on ne parle pas tant qu'il n'y a pas de changement politique », il faut savoir, la Syrie, on n'est plus en 2012, on est en 2019. Une défaite doit être acceptée, mais on stratégise de manière différente, je pense. Et dès lors, on pourra peut-être dans la discussion. Mais ça peut amener un certain nombre de contradictions, l'impossibilité de l'État de, je vais dire, gérer tout un certain nombre de problèmes socio-économiques. Et ça, il y a des critiques très importantes dans ce qu'on appelle les dits loyalistes, que j'aime pas vraiment le terme, vraiment honnêtement, mais au sein de la Syrie, on entend beaucoup de critiques. Et il y a eu, au mois de septembre, une vidéo YouTube où c'était des dits loyalistes, des gens qui étaient plutôt supporters du régime, qui ont lancé une vidéo en critiquant tous les hommes d'affaires liés au régime, en disant à Bachar al-Assad, il faut agir contre ces gens. Nous, on a souffert de la guerre, on vit avec $60 par jour, tandis que ces gens ont des millions, des milliards de dollars, c'est inacceptable. Et la dernière crise de la livre syrienne montre également les difficultés du régime de tacler ces questions socio-économiques. Donc, la question de la reconstruction, même si elle n'a pas encore commencé, même si elle reste limitée, pose des questions fondamentales pour le futur de la Syrie et que faire avec. Bravo. Merci Joseph. D'ailleurs, donc on a vu deux situations de guerre où la question de la reconstruction accompagne
la fin ou la fin supposée de ces conflits. On va passer à la question palestinienne qui se pose différemment. Et on a vu récemment avec cette conférence organisée par les États-Unis à Bahreïn que après l'échec du processus d'Oslo et les innombrables années perdues à chercher des solutions politiques, les Américains arrivent en disant on va commencer par l'économie. Alors est-ce que ça marche? Je ne suis pas sûr que poser la question mérite qu'on y passe beaucoup de temps, mais en tout cas, vous allez nous expliquer comment ça marche ou comment ça ne marche pas. Je passe la parole à Jeremy Wildeman, qui est chercheur associé à l'université de Bath. No. I could answer that way, but so our overarching question is, can economics bring peace to the Middle East? And we can't look at that question without looking at the Middle East peace process and the occupied Palestinian territory. It's a central case study to get a sense of what is possible and with the international community, given the, let's say it's close to $40 billion that's been invested by a wide constellation of, still say Western-led donors with a lot of money from the Gulf for what could be termed an economic peace deal. And I say that with the caveat that Europeans will always say to you, no, we're building institutions, we're not trying to do economic growth. But the model was predicated on building liberal democratic institutions and a free market capitalist economy that was meant to catch the Palestinians up to Israel. So this is taking us back to the early 1990s. Donors thought that if economic links to Israel were reinforced and both sides subscribed to a free market system, their strengths and weaknesses would come to complement one another. So very an economic model we've heard many times. The hope was that this would, though, contribute to a realization by both sides that they would have much more to gain by working together than at conflict. So this is sort of the basis for the economic model there. In some ways, it's an imitation of the liberal peace-building model we saw in Europe after World War II. But of course, we know that, as you mentioned at the start, that it didn't work, or it hasn't worked. And I can say it won't work on that model. And there's various reasons why. So when we look at the deal of the century that was mentioned in Bahrain and whether it survives Trump or not, we need to go back 25 years to the beginning of the Oslo process, but actually even further back. Peace to Prosperity, the other name for the deal of the century, the Kushner plan, the Trump plan, is simply the latest version of a US approach that has been revised repeatedly since the 1970s. And it's a case where we're asking the Palestinians to trade political rights in return for financial promises. So the Peace to Prosperity claims to offer Palestinians an opportunity for a better life, while Trump signals its intention to abandon the Oslo peace process. So this would mean abandoning a process that's probably dead, but is kept alive in name by funding from European donors in particular. The Oslo framework was established on the idea of establishing a Palestinian state in the West Bank, East Jerusalem, and Gaza, known as the Occupied Palestinian Territory. I'll keep referring to it as the OPT from here. This has been rendered unrealizable, though, by Israeli settlement building in the OPT, and now there's about 600,000 Israeli citizen settlers living in East Jerusalem and the West Bank. In the West Bank in particular, it's notable now how about 60% of the territory known as Area C now has a majority Israeli citizens, slight majority. For the first time now, though, with Trump, we've been seeing a US administration signaling that it will support the aims of basically the settlement process, and breaking it. That began with the breaking of a long-standing taboo by moving the embassy to Jerusalem, the US embassy to Jerusalem, and recognizing Israeli sovereignty of the Golan Heights. What this does, however, is leave the US international and regional Middle East allies, including the Palestinian Authority, in a tenuous situation by abandoning at least the hope or the chance that there's a peace plan, that there's a better world to work towards as sort of a release valve, a political release valve for frustration.
So while explicitly sidestepping the politics of Palestinian basic rights or the aspirations for an independent state, Peace to Prosperity claims to at least offer Palestinians the possibility for good life under Israeli rule, but devoid of political rights. Now, if you can have a good life without political rights, that's a questionable, unlikely scenario. We might even refer to this as economics in lieu of politics, and probably not even a peace model. So while offering little in the way of qualitative details of what might happen with this peace deal, the plan does promise renewed spending of upwards of $50 billion, addressing priority areas including the economy, people, and governance. Now, it must be borne in mind that the US has made major cuts recently to Palestinian aid, sort of forcing the Palestinians politically to move in a direction the US wants. The most famous cuts maybe being to the UNRWA, where the United States had been always the biggest donor to Palestinian refugees. So I want to take us back to the 1970s. In the 1970s, the US began using financial incentives as a way to try to buy peace in the Middle East. And the idea was to do this while providing Israel with assurances for its security. So when in 1978, Jimmy Carter left the Palestinian rights out of the peace negotiations between Egypt and Israel, it instead attempted to offer a depoliticized solution to the Palestinian question by adopting policy based on the idea that happy Palestinians who had a job, steady employment, and a functioning administrative structure would be willing to accept living under Israeli rule, even if only temporarily. This approach was updated by the Reagan administration in the 1980s when it attempted to find a peaceful solution by promoting economic issues in lieu of a political settlement. This was proposed as the Quality of Life Initiative in 1983-84, and the US attempted to promote a political reconciliation between Israel and the Palestinians, though through economic inducements that were in theory separate from politics, while making the occupation palatable or comfortable enough for Palestinians to accept living under the status quo. So status quo is very important to keep in mind when we look at the economic model between the Israelis and Palestinians, and this goes back to US planning in the 1970s and 1980s. I have to say that period was a different point in time. At that point in time, Israel was very wary of economic development in the occupied Palestinian territory for fear it would embolden independence. The Palestinians feared any agreement without politics being at the forefront because it might reinforce the status quo. They saw it almost as a political ploy. Arab donors at that time also provided substantial support to the Palestinians economically, and this included not just to live under, but to resist occupation. And then in the 80s, there was also substantial funding coming from the Palestinian diaspora to engage in resistance. But above all else, back then we had the USSR, right? So there was a counterbalance to US strategy. So the US plans didn't really work out, especially when the first Intifada broke out, and we had this political environment. But the idea remained alive in US policy circles that economics may be politics in the West Bank and Gaza, but the American government can and should attempt to separate the two for policy purposes. So it's so important to them to separate politics from policy and economics. So the decline and fall of the Soviet Union and the First Gulf War radically realigned the Middle East. Further, the success of the First Intifada by the Palestinians at extracting costs from Israel and bringing it to the tables to discuss a new political arrangement also made Israel open up the idea of the US idea of a buying peace. So with the US left as the lone superpower, it had an opportunity to assert its plan. This led directly to the Oslo process, which would be dominated politically by Israel and the US, supported by a depoliticized economic development model that's basically funded almost by half by Europe and managed conceptually by the World Bank. There, the US and the Western allies reinserted the logic of quality of life and happy Palestinians. The notion informed the 1993 World Bank Development Plan and Investment in Peace, and this became the blueprint for the donor aid from October 1993 until 2019, December 11th, so today, it's still running. As the World Bank stated in an investment in peace, political settlement and peace is necessary but not sufficient. It's not really a sufficient condition for economic development. So you don't actually need politics to be sorted out to have economic development according to the World Bank in '93. And again, this is the model that it's still operating on today.
International donors argued that development could foster conditions, however, conducive for peace. So the hope was then, if you're investing in developing the economy, even though Europeans will keep saying we're actually building institutions that will lead to the economy growing, a political resolution could come afterwards, and it didn't. Some more of the logic was that policymakers then went on to produce a development model that was technocratic, and they wanted to separate and focus on poverty and solving poverty as a way to then lead to improving peace. And there's this perception that maybe poverty is actually driving conflict. So the dimensions of Palestinian self-rule in this period also radically realigned. Just because of time constraints, I might cut this section down a bit, but essentially there was an idea, say by the early 90s, that Israel would just withdraw from the occupied Palestinian territory, and that includes East Jerusalem, and that really ended with Oslo. And it's not just because of Oslo, but rather we can look at it as the realignment in global politics. So we don't have that counterbalance. We don't have the USSR willing to fund basically the former colonies of the West against the West. That's one factor. Also, after the first Gulf War, funding patterns changed, such as Kuwait cutting its or ties almost with Palestinians. Anyway, I won't get into that now, just to save up time. But I want to talk a bit about what happened during Oslo, because this is really important when we think about the economics of peace building. So that Oslo had been greeted with great optimism. There was a lot of hope in the early 90s. I didn't really care, let's say, much about the Middle East back then. I was living on the prairies of Canada. But in brief, not long after Oslo was signed in 93, serious setbacks hobbled the peace process, and this included closure, preventing Palestinians and their goods from moving freely. So prior to the Oslo peace process, Palestinians could just go and work in Israel and travel in Israel and trade in Israel. So their conditions for their economic conditions were immensely better prior to Oslo. Oslo being created to normalize and make better economic conditions. Actually, we didn't see that happen. So there was a rapid decline in Palestinian business vitality, and then we saw extremes of violence taking place, which included the assassination of Israeli Prime Minister Yitzhak Rabin, and then the election of first election of Benjamin Netanyahu, who specifically undermined the peace process. The battered process effectively collapsed in the Second Intifada, but I'm going to provide a few sort of backgrounds on how this collapse looked. So Israeli settlement building and the confiscation of Palestinian land accelerated after Oslo was signed, alongside those policies of closure and the limits on Palestinian freedom of movement. Closure directly contravened the spirit of Oslo, and specifically the 1994 Paris Protocol, in which Palestinians were supposed to be allowed to work in Israel without hindrance. And this laid out, and Paris had laid out an economic, sort of the basis of the entire peace process: free trade, free movement, liberal economics. So in fact, in order for the logic of Oslo to work and the peace process to work, Palestinians had to have access to the Israeli market. So the World Bank noted in May 2017 that the manufacturing sector, which is usually one of the key drivers of economic growth, has largely stagnated. It represented, in 1994, it represented 19% of the Palestinian economy. In 2015, it was 11%. Agriculture was a long time a backbone of the Palestinian economy. We think about the olive groves, we think of the olive harvest. It shrunk from about 12% to 4% over the same period. In fact, agriculture gets almost no support from the Palestinian Authority and funding from international donors, and yet this is sitting in the areas that see the most Israeli settlement expansion. Between 1996 and 2006, per capita aid increased from about 14% of GNI, the gross national income of Palestinians, to 35.34% in 2006. So going back in time, we saw the private sector shrinking during the Oslo peace process and aid increasing. And we sort of see this weird relationship where aid often is used to compensate for a collapsing economy and doesn't actually contribute to economic growth. In 1991, one statistic is that as much as 80% of Palestinian GDP was private sector based. In 2009, it had fallen to 49%. So aid funds coming into the OPT have largely sustained the Palestinian Authority and paid Palestinian salaries, and it's interesting, we're talking a lot about salaries, we see the same phenomena amongst the Palestinian Authority, where a lot of the money is going towards
salaries. And that aid is used to purchase basic goods, and these goods arrive via Israel. And there's this weird situation where in 2017, Palestinian exports comprised 19% of GDP, while imports represented 56%. And this is largely with Israel. And this creates this weird trade deficit of 37% of GDP, which is the highest in the world, but sustained by foreign money coming in to purchase goods from Israel. So one estimate is that as much as 72% of foreign aid actually goes into the Israeli economy in the end. So while the post-Oslo Palestinian economy has been in severe decline, in the same period Israel hasn't really had many issues outside of a period in the Second Intifada. And it's possible the economic model is actually encouraging a status quo in the conflict rather than encouraging both sides to come together in peace. At least one side is doing well enough in the conflict. So I'm going to go to the questions, return to the questions then in my last couple of minutes. Could economics work there? Possibly. Maybe there is a better economic relationship between Israelis and Palestinians before the peace process, before international aid, before aid donors could make up for costs that Israel had to pay for itself. This is a very open question. There was, though, in the past, in the 70s and 80s, a real de-development of the Palestinian economy that has been very well researched by Sarah Roy at Harvard. What we do know is the donor-driven model has failed. The Trump plan kind of looks like NAFTA. Now it's called something UMSCA, sounds like World Wrestling Federation type of event. Basically, they tweaked NAFTA and made it a Trump event. Iran deal might end up being the same thing. The deal of the century is sort of recognizing more Israeli expansion in the West Bank, but it seems to stick to the old models that the US has perpetuated, which has been largely beneficial to Israel. If we look at the do no harm of getting involved in conflict situations, and maybe we look from the European side of investing in the peace process, and I know that Europeans are very cognizant of this, that they might actually be fueling the conflict by making it economically viable. It could be seen as a success story, though, the Oslo aid process, if you want to see it, and I don't know how many people will, if you're looking at it from a peace-building perspective, as a form of counterinsurgency. It has been able to stop Palestinian armed resistance outside of Gaza, and so Israel has done fairly well maintaining control of the Palestinians and developing settlements. I don't know if it's if you could replicate that model where you get all these countries around the world funding another country's expansion, but that might be seen as a success from that perspective, not for the Palestinians and not for peace building. So could economics will be a central element in any peace building between Israelis and Palestinians, and probably the broader Middle East, because this conflict still is important there. The Saudi shooter at the military base in the US actually referred quite frequently to Israel-Palestine in the attack he carried out recently. So this conflict was always seen as this at the central Middle East, and it still plays a central role, and economics will be a central part of that. Thank you. Merci. Un appendice à ce que vous venez de raconter. En 1994, un an après les accords d'Oslo, j'étais en Jordanie, du côté jordanien de la mer Morte, pour la cérémonie d'établissement des relations diplomatiques entre Israël et la Jordanie. Et Shimon Peres avait fait un grand discours lyrique, comme il savait les faire, et il avait dit bientôt, le seul général qu'on verra au Moyen-Orient, ce sera General Motors. Et voilà, c'est resté un bon mot de Shimon Peres. Alors après ces situations conflictuelles, même quel que soit le contexte, on va passer à plus près de nous aux transitions politiques et au contexte donc, de la Tunisie et de l'Algérie. Tunisie rescapée du printemps arabe qui vient de vivre des élections très dégagistes qui ont balayé toute la classe politique, et puis l'Algérie qui s'apprête à voter demain dans des élections extrêmement contestées par la population, qui va sans doute s'en détourner et qui ne constitueront certainement pas la fin de l'histoire en Algérie. Alors quelle est la part du facteur économique dans tout ça? Merci, Monsieur le Président. Oui, oui, allez-y. Oui, bien sûr. Yvan Martin, chercheur.
Merci beaucoup, monsieur. Je vois qu'à l'IFRI, comme dans les cirques, on laisse les numéros les plus difficiles pour la fin. 2 pays en 15 minutes et en plus un Espagnol qui ose venir à parler rien de moins qu'à Paris sur la Tunisie et l'Algérie. Donc, mais je vais essayer de les faire quand même. Je dégage 3 éléments des interventions des 2 panels en réalité qui me semblent un bon point de départ pour ma présentation. Les premières, c'est l'importance qui a été soulignée par Loulouba sur l'importance du conflit, en fait du consensus, d'une vision partagée sur l'avenir et sur les modèles un peu vers lesquels on va pour moduler la contribution de l'économique, de la politique économique à le rétablissement de la paix. La deuxième question qui me semble très importante, c'est le rôle de la communauté internationale. Ça a été toujours en filigrane dans toutes vos interventions. Et la troisième, c'est une reformulation en fait de la question, le titre du séminaire, qui vient d'être formulé par l'autre intervenant. Est-ce qu'on peut acheter la paix? Et ça me semble quand même une belle façon de les souligner. Bien, dans les cas de la Tunisie et l'Algérie, je pense qu'ils montrent en termes historiques qu'on peut acheter la paix pendant un certain moment. Mais on ne peut pas l'acheter pour toujours, au moins qu'on a les moyens pour le faire, ou au moins qu'on assure qu'en même temps qu'on achète la paix, on adresse les déséquilibres fondamentaux de ces économiques. Je vais passer très vite sur la partie historique qui se réfère à un type très particulier de conflit, c'est le conflit d'un régime contre son peuple, et quel rôle joue la politique économique dans ce cadre-là. Et c'est clair que dans le cas de la Tunisie, la gestion des ressources économiques était centrale dans la légitimation du régime de Ben Ali, autant à niveau extérieur par toute la rhétorique autour du fameux miracle économique tunisien qui les servait pour acheter la bienveillance de la communauté internationale, qui au niveau interne par les facilités pour les crédits à la consommation, par la concentration des investissements publics et des ressources publiques, en fait dans des zones et des groupes sociaux privilégiés, les zones côtières et les diplômés, par exemple, au détriment des zones défavorisées, mais qui assurait quand même une certaine stabilité sociale et politique pendant une vingtaine d'années, ce qui n'est pas mineur et qui a échoué surtout à cause de trois facteurs. Bien sûr, l'emploi des jeunes, l'incapacité d'offrir des perspectives d'emploi à la génération jeune, la corruption et les inégalités entre les différentes régions. Je reviendrai sur ça très vite tout à l'heure. Pour l'Algérie, où la politique économique se décline très facilement en répartition de la rente pétrolière, déjà en 2003, après 2 années de recherche sur la politique économique algérienne, j'avais titré un papier que j'avais publié ici aux séries de Sciences Po, politique économique et stabilité sociale en Algérie. Ça, qui était vrai déjà en 2003, c'est devenu, je dirais, un paradigme du gouvernement algérien, même explicite et public, à partir des révolutions arabes de 2011, où on parlait carrément d'acheter la paix sociale par les dépenses de l'État, dépenses qui allaient de la politique de logement, la santé et l'éducation qui ont connu une augmentation considérable des ressources publiques y allouées, et les politiques d'emploi qui ont, je pense que c'était à un moment un record mondial, 2,5% du PIB, aller vers des politiques d'emploi favorisant les gens, soit par des crédits pour l'entrepreneuriat, soit pour des politiques actives d'emploi, avec très peu de succès, je dois dire, et où, bien sûr, les aides aux produits alimentaires ou aux carburants qui absorbaient jusqu'à un moment jusqu'à 15% du PIB, donc une subvention énorme. Et dans ces cas-là, cet achat de la paix sociale a échoué
par la manque de ressources. En 2013-2014, les prix des barils de pétrole étaient à 100 dollars par baril, et ça a tombé à moins de la moitié en 3 années, jusqu'à 2016. En fait, le gouvernement algérien a perpétué les modèles d'achat de la paix sociale et s'est retrouvé avec un déficit public toujours, qui est arrivé officiellement jusqu'à 16% du PIB, et avec la tombée des réserves des devises. Et a été obligé à permettre la dépréciation du dinar algérien et à introduire des mesures de réforme consistant notamment à l'augmentation des prix de quelques biens fondamentaux qui s'est traduit par les mobilisations. Je suis conscient que je simplifie beaucoup, mais les mobilisations, je pense que sans cette suite, les mobilisations ne se seront pas produites comme elles se sont produites à partir de janvier 2019. Je veux me concentrer maintenant sur les perspectives à ces moments, autant en Algérie qu'en Tunisie, et pour 2020. Et pour essayer de dégager dans quelle mesure l'économie, la politique économique peut servir de lubrifiant pour la transition politique, ou plutôt de mettre des sables dans la rue de cette transition, ce qui, comme on va voir, jusqu'au moment a été tout à fait le cas dans le cas de la Tunisie. En Algérie, juste 4 considérations rapides qui me semblent très importantes. La première question, la portée du défi économique en Algérie va bien au-delà de la politique économique, c'est une portée sur les modèles de développement. Et sur les modèles de développement, déjà, parce qu'en fait, il n'y a pas de modèle de développement en Algérie, il y a une distribution de la rente pétrolière qui est directement dépendante du prix international du pétrole, mais encore plus important, et je reviens sur la question du consensus qui me semble très important, et l'Algérie, c'est un cas assez unique où on ne peut pas parler seulement de l'État rentière, comme ça est devenu monnaie courante. Pour moi, c'est une société rentière. La population algérienne considère que les besoins de tous les citoyens doivent être couverts par l'État, grâce à la rente pétrolière. Et ça, comme point de départ pour un processus de développement, pose pas mal de questions. Et c'est par ailleurs un pays assez extraordinaire, même dans la région, où il n'y a pas un consensus sur l'économie et le marché, vraiment. Et ça me semble très important. Et je reviens sur cette question du consensus dont on parlait tout à l'heure. Pour moi, une question majeure et surprenante des mobilisations qui durent déjà quand même pratiquement une année en Algérie, c'est qu'il n'y a pas un débat sur les modèles économiques. Il n'y a pas un débat sur les sorties des politiques économiques. Les débats se limitent jusqu'au moment aux questions politiques, qui sont très importantes, certes. Mais je dirais que les défis économiques en Algérie ne sont pas moindres que les défis politiques. Et dans un contexte qui, je dirais, n'est pas très favorable en termes de prix international du pétrole, après avoir passé des 100 à 46 en 2016. Aujourd'hui, c'est dans les alentours du 60 dollars par baril. Et les organisations internationales prédisent dans les alentours de 50 dollars par baril en 2020. Donc, encore une dégradation des revenus de la rente pétrolière. Et une transition politique, je dirais, très ambiguë et très incertaine, comme vous l'avez remarqué tout à l'heure, dans un contexte de mobilisation sociale qui ne se prête pas ni la transition économique, ni le contexte économique international, ni les mobilisations sociales, à l'adoption, je ne dirais pas des réformes, des refondations des bases économiques, politiques et même culturelles de la société algérienne. Pour moi,
tout en sachant que c'est une situation probablement très dynamique, dans la mesure où ça bouge beaucoup. Et on a vu encore il y a 2 semaines, il y a un débat au Parlement pour la première fois depuis 10 ans sur la révision de la fameuse règle des 51% des capital algérien pour tous les investissements étrangers, donc qui met en cause un pilier de la politique économique algérienne depuis des années, mais tout en reconnaissant cette dynamique, je pense qu'il y a des raisons pour ne pas être très optimiste. Et sur le rôle de la communauté internationale, ici l'Union européenne, je pense que les paris évidents, même si discrets, de l'Union européenne et des États comme la France ou l'Espagne pour le statu quo en Algérie n'aident pas vraiment ne contribuent pas à ces changements des bases économiques de l'Algérie qui, à mon sens, est tout à fait nécessaire. Pour la Tunisie, pour finir, à la fin, je suis un peu plus optimiste, tout en sachant que la Tunisie a complété, je dirais, tous les pas nécessaires d'une transition démocratique. Et je dis bien démocratique, pas seulement politique. Et elle a adopté une constitution après un accord assez unique entre les 4 meilleurs acteurs sociaux qui les a valu par ailleurs le prix Nobel en 2014. Elle a assuré l'alternance politique, ce qui est quand même une réussite majeure. Elle a organisé des élections locales et régionales qui permettent une distribution des sources de pouvoir à des acteurs divers. Mais il y a un chaînon manquant majeur, c'est justement la situation économique, la politique économique et les consensus sur les modèles économiques qui fait défaut en Algérie clairement. Les mêmes pardon ? En Tunisie, oui, pardon, excusez-moi. Et les mêmes esprits que la OGTT, l'UTICA, et la Ligue des droits de l'homme et l'ordre des avocats, et les gouvernements, bien sûr, ont montré pour s'accorder sur la Constitution, fait défaut à ces jours sur les modèles économiques et sur les éléments clés de ces modèles. Et pour moi, c'est ça la grande question pendante de la transition politique et démocratique en Tunisie. Et moi, je viens d'un pays comme l'Espagne, qui 2 années seulement après le décès du dictateur, de Franco, a réussi à mettre ensemble les syndicats, la patronale et tous les partis, du Parti communiste jusqu'au Parti des droits, autour de ce qu'on appelait les pactos de la Moncloa, les pactes de la présidence du gouvernement, les pactes de Carthage, où ils se sont mis d'accord sur la fiscalité, sur les privatisations, sur la paix sociale du côté des syndicats, sur le climat des affaires, et sur les questions de corruption, qui est une question majeure en Tunisie toujours. Et pour moi, ça c'est les grands défis qui seuls peut remédier un peu la malaise sociale qui s'est déjà exprimée dans les élections présidentielles et législatives dans les dernières semaines. Et je pense qu'il y a un nouveau cycle politique qui s'ouvre en Tunisie, ça c'est clair. Et c'est clair aussi, à mon avis, qu'il y a une conscience du besoin d'un pacte de cette nature entre les différents acteurs sociaux, économiques et politiques. Mais pour moi, c'est ça la question majeure. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a un pacte de cette nature, bien sûr à la tunisienne et pas à l'espagnole, et pourrait effectivement contribuer de façon très positive à la consolidation du processus de transition tunisienne. Un dernier point sur le rôle de l'Union européenne à nouveau. Et si on voit les projets des nouvelles perspectives financières 2021-2027, c'est business as usual, c'est plus de la même chose, c'est une logique de coopération où la Tunisie est assez bien lotie en termes relatifs, mais où reste un partenaire de coopération, pas un partenaire d'intégration, et ça se voit très clairement dans les négociations, par exemple, de la LECA, l'accord de libre-échange complet et approfondi, où l'Union européenne n'est pas allée au-delà
de ces positions historiques pour aider une transition politique dans ces frontières sûres, comme c'est le cas de la Tunisie, et je reste ici. Merci. Merci. Je crains que la réponse à la question posée toute cet après-midi sur l'économie peut-elle apporter la paix, en tout cas, ça ne suffit pas et c'est loin d'être le compte aujourd'hui. Il nous reste quelques minutes pour un débat. Si vous avez des points de vue ou des questions, je vois des mains se lever. Alors, je ne sais pas s'il y a un micro pour la traduction. Non, mais c'est pour la traduction en anglais. Mais allez-y, et puis je traduirai. Allez, monsieur, et ensuite monsieur. Poser une question qui a son importance quand même. Mme Al-Rachid, elle a énoncé une vérité qui ne paraît pas établie en disant que les chrétiens n'avaient qu'une idée, à Ninive, en tout cas, dans le gouvernement de Ninive, c'était de partir. Alors, est-ce que c'est une impression? Est-ce que ça se base sur des, je ne sais pas moi, des pôles office, enfin des Sondage. Ou est-ce que c'est une idée parce que justement il n'y a pas d'économie pour vivre, on n'a pas reconstruit les ateliers où ils travaillaient ou les équipements qu'ils utilisaient pour vivre. Monsieur, et puis on va regrouper, oui, c'est plus. Non, parler en français, puis je résumerai. The first, did you get the question? No. It was about the Christians, about what she said about the fact that the Christians wanted to immigrate. Allez-y en français. Oui, oui. Juste au préalable, Monsieur Lieberman, vous avez dit que c'était le montant envisagé au Bahreïn, le deal du siècle, c'est 50 milliards de dollars, c'est bien ça? You said that the deal of the century was $50 billion. Yeah, about 50 billion. Okay. My question is the following. I know you cannot buy peace with money, but we have to know what does this money mean? How much? You cannot buy peace with $10. Can you buy it with $50 billion? What does $50 billion mean? Moi, je parle anglais. Oui, c'est pas grave. What does $50 million mean? There are 5 million inhabitants in Palestine. Alors, vous pouvez passer au français puisqu'il y a la traduction. Bon, il y a 5 millions d'habitants en Palestine, en Cisjordanie et Gaza, les deux inclus. Ça fait donc $10 000 par personne. $10 000 par personne. Comme une famille moyenne, imagine, doit faire 4 personnes, ça fait $40 000 par famille. Et $40 000 par famille, c'est équivalent pour la Palestine à $120 000 par famille en France. C'est des sommes faramineuses. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que cette somme-là est promise vraiment à ces gens-là? C'est énorme, hein? Il faut se rendre compte de ce que ça veut dire. Et par ailleurs, est-ce que, il y a un autre problème accessoire, on dit aussi qu'il faudra donner de l'argent non seulement aux Palestiniens dans les territoires palestiniens, mais aux réfugiés palestiniens qui sont ailleurs, pour qu'ils renoncent à leur droit de retour. Voilà. Est-ce que ces sommes-là sont réelles? Évidemment, ça ne suffira certainement pas à acheter la paix, mais ça me semble énorme. Voilà, merci. Bon, on va commencer par cette première série. Allez-y sur Bon, ce que je dis sur la volonté des chrétiens d'Irak d'émigrer est tout à fait palpable quand on circule dans les villages et dans les villes de la plaine de Ninive qui sont dépeuplées. Il suffit d'aller à la messe le dimanche pour voir qu'il ne reste que des vieilles personnes. C'est une réalité. Les autorités religieuses chrétiennes n'ont de cesse de le dire. Il y a une volonté d'émigration qui est, je dirais, encouragée par le fait qu'il y a une diaspora irakienne qui est établie à l'étranger, et donc ça fait ce qu'on appelle le pull factor, en fait. Ça aide. Disons que les chrétiens d'Irak ont plus de facilité à émigrer puisqu'ils peuvent bénéficier du soutien de leur diaspora à l'étranger, notamment en Amérique du Nord, essentiellement aux États-Unis et au Canada.
Donc voilà, je ne vais pas, évidemment, il n'y a pas de sondage d'opinion, il n'y a pas de choses de ce genre, mais la réalité est quand même celle d'une région qui est dépeuplée aujourd'hui. Vous avez des maisons qui ont été certes reconstruites, réhabilitées avec le soutien de la communauté internationale et des bailleurs de fonds. La plupart, vous visitez Hamdaniya, par exemple, dans la plaine de Ninive, qui est à une 50aine de kilomètres de Mossoul. C'est une ville qui aujourd'hui a toutes les infrastructures dont n'importe quel citoyen irakien pourrait rêver. Il y a un terrain de foot, il y a un centre de... Il y a même un cinéma qui a été offert par Gaumont, je crois, via une ONG chrétienne française. Donc il y a beaucoup d'infrastructures qui ont été reconstruites. Il y a un hôpital, il y a une université, il y a des écoles. Mais la réalité est celle d'une région où il y a très très peu d'habitants. Donc finalement, ceux qui en profitent, ce sont les non-chrétiens des villages et des villes avoisinantes. Voilà. Parce que mais ça ne partait pas de... Je veux dire, il y avait rien de... Mais monsieur, entendez bien que je ne faisais qu'établir un fait. Je ne prends pas position, je ne dis pas si c'est bien ou mal, ou s'ils doivent émigrer ou rester, ou s'ils sont victimes de persécutions supplémentaires. Je fais juste état d'une réalité qui est celle d'une volonté massive d'émigrer, et le fait est qu'il n'y a plus personne. Il n'y a que des vieilles personnes. Mais c'est indéniable, monsieur, et ça s'applique aussi bien aux chrétiens et aux non-chrétiens. Jeremy. I suspect giving the Palestinian families the money directly would be much more efficient than the processes. So a lot of that money would go, for example, to the security sector, and because the security sector has been a success, and there's one Canadian government report during the Stephen Harper era, where they accidentally, or not really accidentally, they were kind of maybe proud, you could say, to admit that they saw security sector investments as a success story in protecting Israel. So you would see a lot of money under a Trump plan probably going towards that, and cutting funding for refugees and UNRWA would be the trend. And the idea is that if you keep removing funding from Palestinian refugees, you could help undermine the argument of right of return because there's about 7 million Palestinian refugees, at least 5.5 million that can be registered with the UNRWA for a right of return. So this would be their way of using almost hard power to eliminate one of the main points of the negotiation process of Oslo, which was Palestinian refugees, by just saying, well, you don't get to go back anyways. We don't know how the money would be spent. I don't think there's much credibility. It also wasn't clear how comfortable the Europeans would be with this renewed funding process. And I have to say a lot of the money probably looks like money that was being spent anyways, because there's already been about 40 billion spent. So you would see with, I think it was 10 years if I remember, so it's, it was over a period. Everything is kind of unclear, right? It's never really been detailed. But the impression you can get is that refugees would be sort of pushed out. The security sector would keep getting funding. And Trump seemed to rely more on he's got this weird constellation of friends, right? It's not the usual sort of NATO multilateral friends. So it's more like the Gulf donors or more autocratic donors that he is aligned with that would fund it. So I get the impression it's probably dead on arrival. People don't take him seriously, but you can see some processes that have a history and that are going forward. And you're seeing more and more countries looking at UNRWA and saying, well, should we fund this? Do we want to fund this? And this has to do with political lobbying against the right of return. Merci. Je pense qu'il n'y a pas de précédent où une aide internationale aura été divisée par le nombre d'habitants et donnée directement à la population. Donc, on a le temps encore pour une deuxième série de questions, monsieur. Et est-ce qu'il y en a une deuxième? Eh bien, allez-y. Merci. Moi, ma question est pour monsieur Daher et sur la reconstruction du nord de Syrie. En Turquie, on a la tendance en ce moment de dire que les compagnies turques de construction vont jouer un rôle dans la reconstruction de cette région maintenant occupée par la Turquie, et que même c'est une des raisons, certes pas principale, mais une des raisons secondaires, disons, de cette offensive. Donc je voulais vous demander ce que vous en pensez, ou si vous avez des informations sur ça.
Il y a une volonté qui a été affirmée de manière rhétorique, hein, de vouloir replacer, ça a été dit dans le panel précédent, de déplacer à peu près de force 1 million et demi de réfugiés syriens, en particulier arabes, vers dans ces zones du nord-est. Pour l'instant, à part, il y a eu des dizaines de milliers de personnes syriennes qui ont été repoussées de force depuis cet été, mais que ça se concrétise, c'est encore à voir. Ce qui est certain, c'est que la Turquie veut imposer une zone d'influence sur la frontière avec la Syrie, et c'est en fait plus lié à des volontés de continuer, si vous voulez, la question de la guerre contre les Kurdes, et en particulier le PYD, le PKK, en Syrie. Et de plus, ça a permis au gouvernement d'Erdogan de regagner une popularité à cause de tous les problèmes économiques et sociaux que traverse la Turquie. Cette invasion, ce qui est en train de se passer, c'est certain. Il y a aussi une volonté de changement démographique qu'on a pu voir à Afrin. Plus de 150 000 Kurdes, en majorité, ont été déplacés de ces régions. Actuellement, ces régions sont beaucoup plus mixtes du nord-est. C'est ça qu'il faut prendre aussi en considération. Sont moins peuplées, sont beaucoup plus désertiques. Cela n'empêche pas que les forces turques et leurs affiliés proxy de différents groupes d'armées opposition syrienne, dites armées syriennes, groupes fondamentalistes islamiques, etc., empêchent le retour de populations kurdes. Il y a pour l'instant un point d'interrogation. Que vont-ils faire avec ces régions? Parce qu'il y a quand même un certain nombre d'investissements importants de la Turquie. Il faut savoir que ces régions sont directement sous le contrôle du gouvernement turc. Il y a des politiques de turquification presque à travers les municipalités. Afrin étant un cas vraiment, sachant que c'est une majorité de population kurde, assez grave. Là, la Turquie a nommé les gouverneurs des régions pour les villes conquises. Donc il y a une continuation de cela. Ce qui peut se passer dans l'avenir, c'est un retour, moi je pense, à une forme d'accord de Adana. C'était l'accord d'Adana, pour rappel, a été conclu en 1998 entre le régime syrien et la Turquie pour casser, si vous voulez, toute résilience kurde et particulièrement du PKK. Ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Il n'y a pas forcément besoin d'une réconciliation politique, mais des deux côtés, régime syrien et gouvernement turc, vont trouver un avantage pour réprimer à nouveau le PKK et PYD. Le régime de Bachar al-Assad, en aucun cas, veut voir une forme d'autonomie sous le contrôle du PYD. Et d'ailleurs, a toujours continué les pressions, même s'il y a des rencontres continues entre les officiels du PYD. Je crois qu'ils étaient hier en partie des forces démocratiques syriennes à Damas. Refus total de toute forme de fédéralisme. Donc il y a une possibilité de revenir à une forme d'Adana qui prendra beaucoup plus de temps, on ne verra pas de nouveau Erdogan et Assad passer leurs vacances ensemble comme avant. Mais il faut savoir que les collaborations entre services de sécurité ont été maintenues ces dernières années. Et donc je pense que pour réprimer les forces démocratiques syriennes et le PYD, on pourrait voir une nouvelle forme d'Adana. Maintenant, la Turquie va négocier au prix très fort l'abandon de ces territoires. Donc c'est plutôt une manière de faire pression. Est-ce qu'ils ont tendance à rester depuis longtemps? Certains parlent du cas de Chypre. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et la Russie fera pression si ça passe par la médiation de la Russie. D'ailleurs, Erdogan a dit à plusieurs reprises, et les officiels turcs, du moment que ça retombe dans les mains du gouvernement syrien, cela ne nous pose pas de problème. J'avais une question pour Ivan sur la Tunisie. Le fait que les islamistes de Narda soient le premier parti sorti des récentes élections, minoritaire mais premier parti néanmoins, est-ce que c'est un facteur facilitant ou au contraire négatif pour arriver à cette idée du pacte qui permettrait de trouver un consensus sur les options économiques et sociales? Je vais répondre ailleurs. Non, pour moi, la question clé, c'est la OGTT, qui est en soi-même... Centrale syndicale.
peut faciliter parce que ça affilie les patronats non UTICA, pour être clair, et qui a été très favorisé par la transition, en tout cas, surtout dans les premières années. Et donc, je pense que oui, mais pour moi, la question clé, c'est la OGTT. Comment est-ce qu'il va se positionner? Alors, s'il n'y a pas de dernière question, écoutez, merci à tous les quatre.